Vonotar le traître n'est pas mort. Il règne sur les déserts glacés de Kalt. Seul vous, loup solitaire, dernier des seigneurs Kai, pouvez le capturer et le traduire en justice. Et jamais vous n'aurez entrepris une mission aussi périlleuse. Nous sommes donc partis à la recherche de Vonotar le traître, qui se terre dans la forteresse de glace à Ikaya. Notre bateau a dû se poser sur la banquise de Liyuk. Nous avons décidé de passer par le glacier de Viad, mais cette décision est déjà lourde de conséquences. En effet, dans le froid, un bacchanal, une créature de glace mangeuse d'hommes, vient nous barrer la route. Donc je suis face au bacchanal, enfin il arrive près de moi, mais j'ai la discipline Kai de la chasse, je vais donc au 204. Les bacchanals sont des créatures féroces et dangereuses qui n'ont peur de qu'une chose, le feu. Saisissant alors une torche, vous l'allumez et vous sortez de la tente. Le vent souffle beaucoup plus fort qu'au moment où vous êtes installé sur votre camp, et la neige poudreuse est soulevée en petits tourbillons qui vous picotent les yeux. Une ombre mouvante à votre droite trahit la présence du bacchanal, qui s'avance vers vous à grands bonds. Mais, au moment où il s'apprête à vous sauter dessus, il aperçoit la flamme vacillante de votre torche et pousse un hurlement de terreur. Quelques secondes plus tard, il a disparu dans l'obscurité. Vous constatez bientôt que tous les chiens canus sont sains et saufs, bien qu'un peu nerveux, ce qui n'a rien d'étonnant. Pour être sûr que le bacchanal n'attaquera plus, vous prenez des tours de garde en tenant à portée de main vos armes et torches. Rendez-vous au 134. Le lendemain à l'aube, lorsque vous vous réveillez, Fëanor est en train de préparer le petit déjeuner. Il vous tend alors un bol fumant, et vous ne vous faites guère prier pour en avaler le contenu. Vous chargez ensuite le matériel sur les traîneaux avant de reprendre votre chemin. C'est une belle matinée. Le vent est tombé, l'air frais et limpide. Les chiens canus, débordant d'énergie, sont impatients de repartir. Pendant la plus grande partie de votre trajet, la glace est lisse et vous avancez sans difficulté. À la nuit tombée, vous avez atteint l'île de Siem, un pic de granit qui s'élève à 120 mètres au-dessus de la banquise. Vous établissez votre campement du côté sous le vent pour essayer de vous protéger le mieux possible d'éventuelles tempêtes nocturnes. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Si vous tirez un chiffre entre 0 et 3, rendez-vous au 57. Entre 4 et 6, rendez-vous au 188. Entre 7 et 9, rendez-vous au 331. 0. Je vais donc au 57. Le lendemain, un froid vif règne alentour et un vent violent venant du nord souffle sans relâche. Le visage fouetté par les rafales, vos lèvres bientôt se dessèchent, gercent et saignent. Votre nez commence à couler, mais le mucus gèle instantanément. Le soleil est caché par une neige épaisse qui tombe en flocons serrés et obscurcit la lumière du jour. Les tas de neige compacts et les trous dans la glace disparaissent sous la poudreuse, et souvent un traîneau verse ou s'enlisse, obligeant l'expédition à interrompre son avance. Il vous faut sans cesse scruter le sol pour essayer d'apercevoir les obstacles de glace qui peuvent se dresser sur votre chemin, et le scintillement de la neige met vos yeux à rude épreuve. Vers midi, votre vision devient floue. Si vous maîtrisez la discipline Kai de la guérison, rendez-vous au 17, sinon rendez-vous au 251. Bon, j'ai la discipline Kai de la guérison, je vais donc au 17. Vous vous rendez compte que vous souffrez des premiers effets de la siccité des neiges. À moins de réagir immédiatement, d'autres symptômes plus douloureux de ce mal ne vont pas tarder à se manifester. Si vous souhaitez vous protéger les yeux par un bandeau que vous garderez au moins jusqu'au moment d'établir votre camp plus tard dans la journée, rendez-vous au 62. Si vous n'aimez pas avoir un bandeau sur les yeux et que vous préférez risquer la cécité des neiges, rendez-vous au 251. Je vais clairement pas risquer la cécité des neiges, j'ai mes compagnons avec moi, je prends le risque de me mettre un bandeau sur les yeux. Tandis que la lumière du jour décline peu à peu, le blizzard se met à souffler sur la banquise en faisant claquer sans relâche la toile de votre tente. Ce bruit lancinant, s'ajoutant à la douleur de vos doigts et de vos orteils, vous met les nerfs à vif, et vous commencez à souhaiter n'avoir jamais mis les pieds dans cet enfer glacé. Puis, au milieu de la nuit, le vent déchire le bord de la toile, et la force de la rafale disperse vos vivres et votre équipement. Vous êtes contraint de passer le reste de la nuit à plat ventre, appuyé sur les coudes, vos doigts gelés crispés sur la toile pour l'empêcher de s'envoler. Une gadoue à moitié gelée se glisse sous vos couvertures de fourrure, et lorsque l'aube se lève, vos vêtements, gelés à leur tour, sont devenus tout raides. Vous perdez 3 points d'endurance, modifiez votre feuille d'aventure en conséquence, rendez-vous au 167. Le vent tombe peu à peu, l'atmosphère s'éclaircit, et le glacé de Viad se relève alors dans toute sa splendeur.
La surface lisse de la glace ressemble à un tapis de neige étincelante, incrusté de pierres de toutes les couleurs, jaune, violette, bleue, verte, orange, cramoisie, et les cristaux de glace brillent d'un tel éclat que le plus somptueux bijou paraîtrait terne par comparaison. Le mur de glace s'élève à 250 mètres de hauteur et ne présente pas d'obstacle à l'escalade, bien qu'il soit très escarpé. Le temps est beau, mais il vous faut presque une journée entière pour grimper au sommet de la paroi de glace. Tout le matériel a été déchargé et monté là-haut, où on l'arrime à nouveau sur les traîneaux. Les chiens canus jouent entre eux en se battant, et vos provisions sont à tel point secouées par l'escalade qu'elles se sont transformées à la fin de la journée en une infâme bouillie. Lorsque tout est terminé, vous êtes épuisé. La nuit tombe, et vous décidez donc d'établir votre campement dans l'abri que vous offre une cuvette naturelle creusée dans la glace. Vous avez sans nul doute bien mérité une bonne nuit de repos. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Si vous tirez un chiffre de 0 à 6, rendez-vous au 85. De 7 à 9, rendez-vous au 300. 8. Pendant 3 jours et 3 nuits, vous parcourez les étendues mornes et hostiles du glacier de Viade. Irian et Fénor ont tous deux souffert de cécité des neiges, et il semble que le vent implacable qui souffle du nord épuise les forces de chacun. Au matin du 4e jour, le vent tombe enfin, et vous pouvez faire le point pour calculer votre position exacte. À la consternation générale, Irian annonce alors que vous vous êtes sensiblement écarté de votre route. Face à vous, les crêtes grises d'une chaîne de montagnes se dessinent dans les neiges du nord, offrant un spectacle sinistre et menaçant. « Ce sont les monts Mijavik », constate Dice. « Nous sommes allés trop loin à l'est. » Son visage barbu exprime une amère déception. Les monts Mijavik se dressent à présent entre la forteresse et vous. Pour les franchir, vous devrez abandonner chiens et traîneaux, porter votre matériel sur le dos et poursuivre votre chemin à pied. Il y a une autre possibilité, mais elle vous ferait perdre 2 jours qui pourraient être précieux. Il s'agirait de revenir en arrière jusqu'au glacier pour reprendre là votre route jusqu'à Ikaya. Si vous souhaitez abandonner les traîneaux et les chiens pour franchir à pied les monts Mijavik, rendez-vous au 12. Si vous préférez perdre 2 jours et revenir sur le glacier de Viade, rendez-vous au 238. C'est une décision qui est assez lourde de conséquences, je pense. J'ai pas envie d'abandonner mon matériel, mes chiens. Je trouve ça vraiment compliqué. Et en même temps, perdre 2 jours supplémentaires, c'est vraiment chaud. Je pense que je vais quand même faire demi-tour. Donc je vais me rendre au 238. Les 2 jours qui suivent sont un véritable enfer. Des blocs de glace se dressent continuellement sur votre chemin, vous forçant à descendre les traîneaux et à manœuvrer à la main pour parvenir à passer. Vous arrivez lentement et les chiens canus sont nerveux, prenant peur à la moindre occasion. Souvent, les traîneaux se renversent, répandant leur chargement sur le sol. Un brouillard de neige fine réduit la visibilité, provoquant par 2 fois la chute de Fénor et d'Irian, dans des crevasses. Heureusement, la corde de sécurité permet de les ramener sans dommage à la surface. C'est ensuite au tour de votre traîneau de disparaître dans une crevasse. Dice se porte volontaire pour descendre dans le gouffre à l'aide d'une corde afin de décharger le traîneau. Ainsi allégé, il sera possible de le hisser et de le récupérer. Après 2 heures d'efforts harassants, vous parvenez enfin à remonter le traîneau, mais vous vous apercevez alors qu'il a subi des dégâts irréparables et qu'il ne reste plus qu'à l'abandonner. Une tempête se lève bientôt à l'ouest et souffle si violemment que vous avez du mal à vous maintenir debout. En quelques minutes, les conditions météorologiques sont devenues trop mauvaises pour continuer. Vous dressez donc la tente et vous attendez que la tempête se calme. Des heures durant, la toile de la tente claque sans répit sous le souffle impitoyable du vent. Et tandis que vous laissez le sommeil vous gagner peu à peu, vous vous demandez quelles autres épreuves vous attendent le lendemain. Vous n'avez alors aucune idée de l'étonnant spectacle qui s'offrira à vos yeux dès votre réveil. Rendez-vous au 117. Le vent se calme au cours de la nuit et le jour se lève en une aube paisible. Loin au nord, se dessinant à l'horizon, vous apercevez Ikaya, la forteresse de glace. L'immense citadelle autour de cristal offre un spectacle fascinant, rendu plus magnifique encore par un étrange phénomène. La forteresse semble en effet avoir été retournée et suspendue dans les airs, au-dessus d'un gros nuage. C'est un mirage, comme il y en a parfois dans les terres de Kalt, vous explique Dice. Ici, l'air est tout à fait pur, sans la moindre poussière,
et la terre se reflète dans les nuages. C'est bien Ikaya que vous voyez là-bas, mais la forteresse elle-même se trouve au-delà de l'horizon. Elle doit être à une 60aine de kilomètres environ. Dice saisit une pelle et entreprend de dégager les chiens canuts enterrés sous la neige. Vous réveillez les autres et tout le monde prend son petit déjeuner avant de repartir. Vers midi, vous atteignez le bord d'une gorge profonde. Elle est large d'une douzaine de mètres et apparemment, il n'existe aucun moyen de la traverser. Vous êtes donc contraint de suivre le bord du précipice en direction de l'est. Après avoir parcouru ainsi plus de 4 km, vous découvrez un étroit pont de glace. Il semble malheureusement fort mince et il est peu probable qu'il puisse supporter le poids d'un traîneau chargé. À présent, vous distinguez à l'horizon la forteresse d'Ikaya, mais cette fois ce n'est pas un mirage. Si vous souhaitez prendre le risque de traverser le pont avec votre traîneau, rendez-vous au 73. Si vous préférez décharger le traîneau et transporter votre équipement de l'autre côté à raison d'un objet à la fois, rendez-vous au 162. Enfin, si vous jugez plus sage d'abandonner votre traîneau et de continuer à pied, rendez-vous au 223. Bon, alors la décision que je vais prendre, je pense que je vais vraiment pas prendre de risques. Je pense que j'ai pris assez de risques comme ça pour l'instant. Je vais donc abandonner le traîneau et je vais continuer à pied. Donc je vais au 223. Le traîneau contient le matériel détaillé ci-dessous. Vous pouvez prendre n'importe quel de ces objets et le ranger dans votre sac à dos. Mais n'oubliez pas que vous n'avez pas le droit d'y emporter plus de 8 objets. Des provisions équivalentes à 5 repas. Chaque repas compte pour un objet. Vous pouvez en emporter autant que vous le désirez, de 1 à 5 dans la limite, bien sûr, des places dont vous disposez. Une tente, elle compte pour 3 objets. Des couvertures de fourrure, elles comptent pour 2 objets. Une longue corde, elle compte pour 2 objets. Ok, alors déjà, il y a un truc assez important que j'ai pas fait et que je viens de remarquer, c'est qu'en fait, chaque repas compte pour un objet. Ça veut dire qu'en fait, là par exemple, j'ai noté que j'avais 8 repas. En fait, je peux pas avoir 8 repas. J'avais tiré au fait au début du dé que je prenais avec moi 8 repas, mais en fait je peux pas. Le maximum que je peux avoir, c'est du coup, j'ai un laissez-passer rouge, un gilet, je peux avoir donc 7 repas, 6 repas pardon. Donc ce que je vais faire déjà, la première chose c'est que je vais rétablir du coup l'ordre, et je vais mettre 6 repas. Voilà, maintenant le truc c'est que du coup, j'ai pas de place dans mon inventaire, mais je peux décider de sacrifier du coup par exemple le laissez-passer rouge, dont je pense que j'en aurai pas besoin. Donc je décide de laisser tomber le laissez-passer rouge. Je le pose par terre. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier... Je réfléchis. Je pense que je vais sacrifier... je sais pas en fait. Franchement, je sais pas. Parce que j'ai vraiment peur des repas. J'ai vraiment peur des rations. Mais je pense que j'aurais vraiment besoin au moins de la tente. Je vais sacrifier 3 repas et je vais mettre la tente qui compte pour 3 objets. Du coup, j'avais pas besoin de sacrifier 3 repas en fait, juste 2 puisque j'avais déjà un slot disponible puisque j'ai jeté le laissez-passer. Donc je dispose de 4 repas et d'une tente qui me prend 3 emplacements. Du coup, j'ai tous mes emplacements pris. Je ne peux pas prendre d'autres choses. Donc je ne prends pas les couvertures de fourrure, je ne prends pas la longue corde, et je prends juste ce qu'il me faut de repas en plus. Dice se porte volontaire pour retourner avec le traîneau et les chiens à l'endroit où est ancré le cardonal, tandis que vos 2 autres guides et vous-même poursuivrez votre chemin en direction d'Ikaya, la forteresse des glaces. Ikaya a été taillée dans la chaîne de Rhodes en des temps très anciens par une race de créatures qui a depuis longtemps disparu. Des milliers d'années ont passé avant que les barbares des glaces, émigrant des étendues inexplorées, ne viennent s'approprier la forteresse. Depuis cette époque, leurs chefs, que l'on appelle les Brumalmark, exercent leur pouvoir sur les terres de Kalt à l'abri des murs de glace d'Ikaya. Vous avez parcouru environ 8 km lorsqu'Irian pointe soudain l'index en direction de l'ouest. « Là! Là-bas !» dit-il. « J'ai vu quelque chose, j'en suis sûr !» Vous vous arrêtez et vous essayez d'apercevoir ce qui a pu lui paraître inhabituel dans ce paysage monotone de glace et de neige. « Regardez, là-bas !» s'écrie alors Fëanor en montrant une hauteur située à 1,5 km environ. Vous distinguez alors 2 guerriers vêtus de fourrure qui se tiennent debout sur un gros bloc de glace. Les 2 guerriers vous observent. « Des barbares des glaces !» murmure Irian, la voix tremblante de peur. « Si jamais ils arrivent avant nous, à Ikaya, et signalent notre présence,
Autant dire que nous sommes morts. Vous avez encore une quinzaine de kilomètres à parcourir pour atteindre la forteresse, et il ne reste que 2 heures de jour. Si vous souhaitez ne pas prêter attention à ces barbares et poursuivre votre chemin vers Ikaya, rendez-vous au 327. Si vous préférez les attaquer pour essayer de les empêcher de donner l'alerte, rendez-vous au 307.